Bonsoir à toutes et à tous. Et merci au Clusif donc d'avoir pensé à moi pour me faire intervenir lors de ce sujet passionnant. Je vais reprendre quelques principes qui viennent d'être exposés, juste pour me permettre de recadrer certaines choses. Ma présentation va avoir deux axes. Un axe matière pénale, donc là je vais reprendre certains aspects qui ont été dits, et un autre axe matière civile, pour vous parler plus particulièrement de deux aspects, d'un article du Code de procédure civile qui s'appelle l'article 145 et de la saisie contrefaçon. Pour juste quelques mots en matière pénale par rapport à la perquisition et à la saisie. Il faut savoir que quand il y a perquisition, il y a saisie, c'est un grand classique. Il y a souvent aussi garde à vue. Donc je vais vous expliquer un peu plus particulièrement mon rôle. C'est bon, vous m'entendez, voilà. Donc en matière pénale, les données informatiques sont extrêmement importantes à deux points de vue. Parce qu'elles sont les moyens pour faciliter ou commettre les infractions, suivant de quel côté de la barre, je dirais, si je peux me permettre, on se situe. Parce qu'elles sont porteuses aussi d'informations relatives à des infractions. À la différence, on verra, de la matière civile, la matière pénale, quant à elle, est régie par un principe de la liberté de la preuve. Tout mode de preuve est recevable. Autre point de vue important, que l'on verra après dans le cadre du déroulement du procès, c'est que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. C'est-à-dire toutes les preuves vont lui être présentées et c'est lui qui va les apprécier. Étant précisé que la production de la preuve est l'opération apportant des éléments matériels, des indices relatifs à la réalité des faits, à leur imputation, à leur auteur présumé. N'oublions pas que nous sommes dans le cadre, en France, d'un des principes fondamentaux de la présomption d'innocence et sans condamnation définitive, nous sommes présumés innocents. Et cette perquisition, ces mesures, on va dire, d'enquête, que ce soit dans le cadre d'une enquête de flagrance, préliminaire ou dans le cadre d'une instruction judiciaire, vont se faire conformément au respect des libertés fondamentales. Il va toujours y avoir, certaine manière, un équilibre et un principe de proportionnalité entre les pouvoirs de police et de gendarmerie et les instructions du juge et nos libertés individuelles. Donc il faut toujours avoir en mémoire ce principe de proportionnalité des différents moyens d'enquête. Par rapport à la perquisition informatique, donc comme vous l'avez compris, je ne reviendrai pas là-dessus, le but, c'est la manifestation de la vérité. C'est le terme clé du Code de procédure pénale. Ça va aider à la manifestation de la vérité. Ça permet quoi, la perquisition, plus particulièrement dans le domaine informatique? Ça conduit au recueil de preuves selon une méthode fiable, caractérisée à la fois par une certaine flexibilité, comme ça vous a été exposé précédemment, et aussi, vous avez bien compris qu'on était dans un cadre, par une rigidité. La flexibilité, donc cette perquisition par rapport à cette saisie informatique, va se trouver déjà par rapport au lieu. Donc je ne vais pas revenir en tant que tel, c'est qu'on va découvrir des preuves, tout type de preuves, dans le cadre d'une perquisition. Cette perquisition et ces premières choses importantes qu'il ne faudra jamais perdre de vue, et ça fait partie des principes, c'est que cette perquisition va faire partie d'un principe de spécialité. C'est que par exemple le juge d'instruction va prendre un acte, va définir quelles vont être les mesures de la perquisition. Donc c'est important d'avoir ce cadre. Parce que dans le cadre d'une perquisition, on peut découvrir peut-être d'autres éléments qui ne concernent pas l'enquête. Parmi les données qui vont être saisies, parmi les données informatiques, que ce soit les disques durs copiés ou autres, il peut y avoir d'autres éléments qui ne concernent pas l'enquête. Donc il faut faire attention au principe de spécialité et au principe, à chaque fois, quel est le cadre de la perquisition. Donc, on l'a bien compris, et c'est un principe très important, l'opération de perquisition va se faire en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Pas l'avocat. Alors, on n'est pas prévenu d'une perquisition. Et même si notre client est là, c'est un article du Code qui prévoit que le juge d'instruction n'est pas tenu d'aviser de l'opération l'avocat en tant que tel. Voilà, il y a des jurisprudences constantes dans ce domaine-là. Donc, on ne sait pas quand la perquisition en tant qu'avocat, on ne sait pas quand la perquisition va avoir lieu, on peut s'en douter,
peut avoir des indices, on peut avoir d'autres choses par rapport à des faits précis, des situations précises, mais on ne sera pas là. Par rapport donc au rôle après, il va y avoir deux choses. En tant qu'avocat, quand on a un client, alors je vais parler à titre personnel, en tant que conseil, quand je vais avoir un client qui peut me dire voilà, je fais X ou Y chose, déjà il y a un principe de confidentialité entre son client et son avocat. Confidentialité veut dire que même à la famille, même aux proches, je ne dois jamais dire ce qui m'a été révélé entre mon client, ce que mon client m'a révélé. Donc même, et ça c'est des principes assez importants qui convient d'avoir bien en tête, c'est que vraiment les conversations entre un avocat et son client sont soumises sous le sceau de la confidentialité. En aucun cas, je dois trahir cette confidentialité. Donc, je peux lui expliquer, bien entendu, quelle est la finalité de la mesure de perquisition, dans quel cadre, rappeler des principes de base et aussi rappeler peut-être des éléments importants qui sont que, par exemple, s'il y a un ordinateur qui comprend une clé de chiffrement, qu'on est dans le cadre d'une perquisition, le refus de communiquer une convention de chiffrement ou de déchiffrement dans le cadre de cette mesure peut être considéré comme un délit d'entrave. Que, effectivement, comme ça vous a été expliqué, la perquisition a lieu dans un lieu clos, un domicile. Toutefois, il y a toujours une possibilité de saisir des données informatiques qui seraient stockées dans un système informatique distant, mais accessible par le système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition. Donc, rappelez des règles de base en tant que telles. Rappelez aussi d'autres règles de base qui sont, par rapport à des tiers, par rapport à d'autres acteurs qui vont intervenir, qui vont être, petit 1, l'injonction de produire des documents. Donc là, le juge, par exemple, va faire des injonctions pour recueillir des adresses IP ou d'autres données utiles, encore une fois, à la manifestation de la vérité. Or, cette injonction, si je refuse, c'est sanctionné par une amende. En revanche, à contrario, quand il y a une réquisition, et le mot a été employé, quand on est dans le cadre d'une réquisition judiciaire, son refus est un délit. Alors, encore une fois, cette réquisition judiciaire va s'encadrer dans le cadre des libertés publiques. Il ne faut pas que cette réquisition judiciaire n'ait pas lieu ou ne concerne pas l'enquête en cours et la manifestation de la vérité en cours. Il ne faut pas qu'on déborde, il ne faut en aucun cas que l'enquête ou que la mesure déborde de ce cadre extrêmement rigide et strict qui est défini par le Code de procédure pénale. Donc, très important de respecter les libertés publiques et nos libertés individuelles. Toute l'enquête va se faire sous le contrôle à différents aspects de 3 juges. Premier, du parquet, donc du procureur de la République, qui va définir s'il a l'opportunité des poursuites. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un débat, il y a un arrêt de la CEDH qui a été rendu la semaine dernière sur le statut du parquet. Sur est-ce que le parquet, c'est l'arrêt France-Moulin, pour ceux qui en ont entendu parler, est-ce que le parquet est toujours considéré comme une autorité judiciaire? Pareil, les dispositions concernant les mesures de la garde à vue, j'ai dit souvent qu'il y avait des mesures de garde à vue, pareil, les mesures de la garde à vue vont être réformées en France l'année prochaine. Donc tout ce fonctionnement concernant nos libertés publiques et individuelles font l'objet d'encadrement. Et après, on verra quel peut être le rôle de l'avocat et l'intervention de l'avocat en tant que tel. Donc, attention au respect des libertés publiques. Attention aussi d'autre chose, c'est que les réquisitions ont un coût. Donc, quand l'OPJ, par exemple, va faire une réquisition, il va y avoir un coût financier. C'est des choses qui peuvent coûter extrêmement cher. Donc, ça va être contrôlé à 2 niveaux. Voilà en quelques mots pour le cadre, ce que je tenais à préciser dans le cadre du respect des libertés fondamentales. Après, en tant qu'avocat, on va intervenir suivant qui on conseille, qui on défend. Est-ce qu'on va défendre une partie civile, une victime? Est-ce qu'on va être dans le cadre d'un témoin assisté, donc accès au dossier, ou est-ce qu'on va être dans le cadre de la défense d'un mis en cause prévenu? Donc, suivant ces 3 cas de défense, on va avoir une position différente, ce qui est logique. Par rapport aussi, si on est dans le cadre d'une mesure d'instruction, où on va être dans le cadre aussi d'une audience et d'un procès, on va dire, pénal, judiciaire en tant que tel, correctionnel par exemple.
Pour reprendre le cas du contexte où le conseil est un conseil d'une partie civile, d'une victime donc. Vous avez peut-être souvent entendu les avocats qui disent on se rapporte aux réquisitions du procureur, du parquet. En fait, l'avocat va avoir accès au dossier, va avoir des copies du dossier pénal en tant que tel. Encore une fois, il y a le principe du secret professionnel et de la confidentialité qui ne convient en aucun cas d'oublier quelque chose d'important. Donc, en tant qu'avocat de victime, on va, si je peux m'exprimer comme ça, faire défense commune ou cause commune avec le parquet. Le parquet, lui, va avoir fait la procédure, va regarder les actes d'enquête en tant que tels, et nous, on va s'appuyer pour défendre cette victime, pour faire reconnaître son statut de victime et avoir éventuellement des dommages et intérêts, donc les intérêts civils. Nous, le parquet, lui, va requérir pour l'État et demander, le cas échéant, des peines d'emprisonnement, des condamnations, enfin, suivant l'application des différents délits de saisie. Donc, dans le cadre d'une victime en tant que telle, on va avoir un rapport avec le parquet de proximité. Dans le cadre, on va dire, d'un procès toujours pareil correctionnel, où là, en revanche, on va être conseil du prévenu ou du mis en cause, là, le but va être d'éplucher toute la procédure, d'éplucher la citation, d'éplucher les gardes à vue, d'éplucher tous les actes qui auront été faits. Voilà, toutes les cotes de procédure pour regarder et soulever, avant toute défense au fond, des nullités. Les nullités, comme vous avez vu, le cadre étant extrêmement strict et rigide, les opérations allant souvent très vite, notamment dans le domaine de l'informatique, la question de la territorialité étant extrêmement présente et prégnante, je ne vais pas vous dire qu'il peut y avoir des nullités dans toutes les procédures, et ce n'est pas mon propos, mais en tant qu'avocat, la chose qu'on va regarder et qu'on va éplucher, qu'on va partir de la garde à vue, de la notification des droits, de la présence de l'avocat ou autre, ou des heures, on va faire la même chose pour tous les actes. Pareil en instruction, on va demander au juge d'instruction de faire ce qu'on appelle des demandes d'actes, donc des actes complémentaires, des confrontations, des auditions ou autres. Donc c'est un travail extrêmement actif et extrêmement important. Encore une fois, si éventuellement il devrait y avoir nullité de la procédure, qui vont annuler les actes en tant que tels, donc dire que le tribunal, le cas échéant, n'est pas saisi, donc ça va très très loin, ou annuler tout un pan de la procédure. Voilà. Ce qui va être extrêmement important, c'est que c'est le juge qui va décider. Donc c'est ni l'avocat, ni les services de police, ni le parquet. Ça va être une décision judiciaire et juridictionnelle, bien entendu, susceptible d'appel. Donc, voilà un petit peu les quelques précisions et les quelques mots que je voulais vous dire sur le rôle de conseil, sachant qu'effectivement, on a différents rôles suivant la partie dans laquelle on se trouve. Pour revenir au plan civil, donc là, le juge civil, la liberté de la preuve n'est pas la même. Les règles de preuve en matière civile n'ont plus rien à voir avec celles pénales, en matière pénale. C'est le code civil et le code de procédure civile. Donc on est dans d'autres domaines du droit qui n'ont plus rien à voir. Sur tout ce qui est civil, on va être confronté aux règles de preuve écrites, on va être confronté à des témoignages qui vont devoir être écrits, on va être confronté, le cas échéant, à avoir des besoins de preuves informatiques qui vont devoir être recueillis. Vu qu'on n'est plus dans le cadre pénal, on ne va plus faire appel aux services de police et de gendarmerie, mais on peut faire appel, le cas échéant, à des magistrats qui, par le biais d'une procédure sur requête, vont nous donner des ordonnances. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, ça va être celui, plus particulièrement, d'une saisie contrefaçon. Alors, tout ce qui est saisie contrefaçon, ça peut être le cas de logiciels en tant que tel. La contrefaçon a la particularité que ça peut être une action qui peut être intentée tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Je prends volontairement l'exemple
d'une contrefaçon et d'une saisie contrefaçon intentée sur le plan civil. La procédure donc de saisie contrefaçon débute souvent par une constitution de preuve, ce que je viens de vous dire, par une procédure de saisie de logiciel en tant que tel. Logiciel, base de données, voilà. Donc, il faut que moi, avocat, j'aille voir le président, par exemple, d'un tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, particulièrement, afin d'être autorisé à faire une saisie sur le lieu où il y a, par exemple, des éléments contrefaits. Je peux me faire assister soit d'un huissier, soit d'un commissaire de police, qui peut lui-même être assisté d'un expert. C'est dans le cadre de cette requête que je vais présenter devant le président du tribunal de grande instance que je vais demander la désignation de tel huissier instrumentaire. Je vais proposer une mission, avec une mission détaillée, en disant que cet huissier pourra s'adjoindre tout type d'experts, notamment des experts type informatique ou spécialisés dans certaines techniques plus particulièrement informatiques. Si j'ai cette ordonnance, je vais la transmettre à mon huissier, qui devra faire ses actes conformément au Code de procédure civile, sous peine lui aussi de nullité. Moi, de mon côté, ça va être une procédure extrêmement cadrée, puisque je vais devoir, dans un délai très bref, assigner l'autre partie devant le tribunal. C'est très important et cette brièveté est extrêmement importante, c'est que dans les deux procédures civiles que je vais vous exposer, il y a un grand principe de notre droit qui s'appelle celui du principe du contradictoire. Là, on fait partie des exceptions au principe du contradictoire, c'est-à-dire la saisie contrefaçon. Mon adversaire, l'autre partie, n'est pas informé. Il va y avoir une saisie dans des locaux de logiciels, pour reprendre mon exemple, sans que l'autre partie, donc le détenteur des logiciels, soit informé. Donc c'est pour ça que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en tant que tel, pour faire pratiquer une saisie contrefaçon, est quelque chose qui va être motivé, importante, et que je vais devoir enclencher par une procédure où il y aura la partie adverse automatiquement qui va se constituer, dans des délais très brefs qui sont des délais de quinzaine. Il va falloir en tant que tel que, évidemment, à l'instar d'une procédure pénale, que les actes de saisie contrefaçon soient conformes à la mission définie dans le cadre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal. Donc, on utilise souvent ces procédures de saisie contrefaçon, comme son nom l'indique, dans le cadre de logiciels de contrefaçon. Mais il peut y avoir aussi un détournement, si je peux m'expliquer, de ce genre de procédure. On peut essayer aussi d'utiliser ce type de procédure et peut-être d'instrumentaliser et de détourner la finalité de cet article pour connaître le secret d'affaires de concurrents, pour connaître des secrets d'une manière générale et voir devancer certaines actions de concurrence. Pour ça qu'il a été dit, il y a même des circulaires au niveau du ministère de la Justice, pour que, d'une part, on rappelle bien aux avocats, donc le cas de cette saisie, que celle-ci soit motivée et qu'on explique bien la finalité du pourquoi, du comment. Donc il faut que le juge exige des éléments circonstanciés pour fonder son autorisation. C'est des choses extrêmement, on va dire, importantes. L'autre procédure qui est importante aussi, c'est l'article 145 de notre Code de procédure civile. Cet article 145, c'est une mesure d'instruction in futurum. L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sous requête ou en référé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir des preuves. Pareil, on est dans le cadre d'une finalité, de conserver, d'établir des preuves en tant que telles. Donc, et là, on est au civil. On va devoir aller voir, pareil, un président du tribunal pour demander, par exemple, des fichiers, donc des données informatiques, des fichiers clients, fichiers commerciaux, enfin tout type de fichiers qui vont m'apporter à moi, conseil d'un de mes clients, me permettre de conserver, d'établir
ou de justifier des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige. Donc, on va dire, mon champ d'action et mon champ de demande par rapport à ce président de tribunal va être très large. Donc, à moi de démontrer le motif légitime, à moi, dans le cadre de ma requête, d'étayer, de motiver. Et pareil, cette procédure n'est pas contradictoire. Donc, si jamais j'ai une ordonnance, je vais, pareil, demander à un huissier qui pourra se faire éventuellement d'assister d'un expert, d'aller saisir, faire une copie de fichiers qui peuvent être des fichiers extrêmement importants de l'autre partie. Donc, il y a un véritable effet de surprise, que ce soit ces deux procédures, il y a un effet de surprise. Alors, on est souvent surpris à 6 heures du matin d'avoir une perquisition, mais c'est vrai qu'on oublie parfois aussi qu'il peut y avoir des mesures en matière civile qui font un effet de surprise extrêmement lourd et lourd de conséquences, puisque cet effet de surprise est nécessaire pour l'efficacité, cet effet de surprise est nécessaire pour la conservation de la preuve, quel que soit. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a le principe, on va dire, du contradictoire qui n'est pas respecté à ce niveau-là, et à chaque fois, le pouvoir d'appréciation du tribunal va être extrêmement détaillé, extrêmement motivé, et il va vraiment y avoir un dialogue dans le cadre de cette courte audience, de cette audience pendant laquelle on va soutenir cette demande d'avoir, on va dire, une expertise in futuram ou une saisie. On va la soutenir, on va la motiver, il va y avoir un échange, et il est très important que ces deux types de procédures ne soient pas dévoyés en tant que tels, parce que le débat n'est pas contradictoire. Donc, les mesures sont importantes. Le rôle de l'avocat, comme le rôle de tout acteur du droit et du procès judiciaire, a un rôle à jouer. On ne doit pas oublier qu'on s'inscrit dans un procès, que ce soit au niveau civil ou au niveau pénal, en tant que tel, que chaque mesure doit se faire dans le respect du code de procédure civile, dans les cas civils ou en procédure pénale, et en aucun cas on doit oublier que les principes du droit de la défense ou que les principes du contradictoire doivent être respectés, parce qu'avant toute chose, nous sommes dans un état de droit où les principes et les libertés fondamentales sont strictement des valeurs suprêmes et encadrées, et toutes les exceptions doivent être strictement encadrées. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Tu as parlé plusieurs fois, Garance, des coûts importants que chacune de ces choses génère. J'aimerais avoir une idée de qui supporte les coûts dans chaque cas. Alors, il va y avoir surtout ce qui est acte, enquête, expertise en tant que tel. C'est des coûts qui sont payés par le ministère de la Justice en tant que tel. Donc, ça va être l'État. Voilà, c'est nos impôts. Les coûts d'expertise privée, par exemple, j'en ai pas parlé, mais on peut avoir des expertises privées en tant que telles. Ça va être, on va dire, la partie qui la demande à son expert. Voilà d'un point de vue pénal. D'un point de vue civil, tout ce qui est procédure de saisie contrefaçon, donc désignation d'un huissier instrumentaire avec un expert habilité actuellement, ça va être des coûts subis par celui qui le demande. Après, dans la fin du litige, quand on a une décision judiciaire, dans une des dernières lignes de la décision judiciaire, on a ce qu'on appelle les dépens. Les dépens de l'instance. Dans le cadre des dépens d'instance, il peut y avoir une imputation donc à la partie qui succombe de la totalité ou d'une partie des frais, suivant la nature et le type des frais. Donc en pénal, c'est l'État. En civil, ça va être la partie qui demande avec attention, on va dire, au coût des dépens par rapport à la partie qui succombe. Donc il va y avoir d'une part, des frais d'expert, d'autre part des frais d'huissier, indépendamment des honoraires d'avocat. Ça va de soi.